Bon, les mensonges de Greenpeace ont assez duré et ils ont réussi à m'énerver. Leur expert dans la transition énergétique, Nicolas Nas, a fait une vidéo dans laquelle il répond à des questions sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables. Je ne pouvais pas laisser passer ça et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je le provoque dans l'octogone des idées. Nicolas Nas, ce n'est pas quelqu'un qui a de l'expérience sur une centrale nucléaire ou dans les énergies renouvelables. Il n'a pas non plus d'expérience sur le réseau électrique français. Par contre, il a réalisé une thèse en fusion nucléaire, exactement dans le même labo où je fais ma thèse. Tu étais l'élu, c'était toi! La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux! On est donc vraiment sur un combat d'égal à égal, dans la même catégorie, et il n'y a que les arguments qui peuvent être échangés. Bon, pour ce combat, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de deux collègues, Logique et Raison. Alors j'espère que vous êtes échauffés, parce que ça va partir tout de suite. Vous connaissez la loi de Brandolini ? Non, allez-y. La loi de Brandolini vous dit que quand vous avez un temps égal pour quelqu'un qui a dit quelque chose d'inexact et quelqu'un qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact, la personne qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact perd toujours. Parce qu'il faut 10 secondes pour dire une bêtise et il faut en général plusieurs minutes pour expliquer pourquoi c'est une bêtise. Prenez-les. Pour ce combat, on se retrouve donc dans cette ambiance un petit peu streamer, un petit peu squeezy gaming, et on va regarder ensemble la vidéo de Greenpeace qui s'appelle Nucléaire et renouvelable. On répond à vos questions, ou en fait c'est une forme de vidéo FAQ où l'expert de la transition énergétique de Greenpeace, Nicolas Nas, va répondre à des questions qui ont été posées sur Instagram, et on va un peu étudier ensemble ces réponses. On commence. Pourquoi critiquer le nucléaire alors que ça n'émet presque rien en CO2 ? Effectivement, l'énergie nucléaire, tout comme les énergies renouvelables, émet effectivement peu de CO2, peu de gaz à effet de serre pendant son fonctionnement. Ça n'en fait pas une énergie qui soit écologique ou sans impact sur l'environnement. Le nucléaire pose tout un certain nombre de questions en termes géopolitiques, avec notamment le lien avec le nucléaire militaire. Alors oui, évidemment, ils vont parler de l'armement militaire parce que ça participe à cette espèce de lien que font le grand public entre le nucléaire civil et les bombes et les champignons atomiques. Et de toute façon, même si on devait démanteler toutes nos centrales nucléaires civiles, c'est pas ça qui va nous faire abandonner notre arsenal nucléaire militaire. Donc un peu hors sujet. En termes d'approvisionnement, avec la gestion de l'uranium, l'approvisionnement en uranium qui vient d'un certain nombre de pays comme le Kazakhstan, comme le Niger, comme l'Australie. Alors, sur le terrain de l'approvisionnement, c'est plutôt un avantage que le nucléaire a par rapport à d'autres sources d'électricité. Le fait que l'uranium ce soit une ressource qui soit à peu près éparpillée sur Terre, ça nous permet de piocher de différents pays et de ne pas être dépendant d'un seul pays, contrairement à ce qu'a vécu l'Allemagne avec la Russie. Donc c'est plutôt un avantage pour le nucléaire, et en plus ça sera encore moins un problème au moment où on aura développé des réacteurs à neutrons rapides et où on pourra utiliser nos déchets nucléaires pour produire plus de combustible. Je l'avais dit dans une vidéo sur les réacteurs à neutrons rapides, je vous invite à aller la voir après celle-ci. Rien qu'avec tout l'uranium qu'on a sur le territoire français, en comptant les déchets qui pourraient être réutilisés, recyclés, tout ça, on a assez de ressources pour produire de l'électricité pendant 2000 ans. Donc clairement, la question de l'importation d'uranium, c'est vraiment pas un problème pour le nucléaire. En termes de gestion des déchets à long terme, des déchets radioactifs qui sont présents pour des milliers, des dizaines de milliers d'années qu'il va falloir gérer. Alors oui, ça, la question des déchets, c'est un gros argument des antinucléaires, mais pour lequel je suis complètement en désaccord, parce que les déchets nucléaires, ils ont cet avantage que on peut les quantifier, on peut les stocker et on peut les gérer. Quand on compare avec des déchets qui proviendraient des centrales thermiques, les centrales thermiques, c'est des gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère, on n'a pas la main dessus, et qui ont un impact à court terme et à long terme, avec des volumes beaucoup plus élevés que les déchets radioactifs qui viennent du nucléaire. Enfin, c'est un ordre de grandeur que les gens n'ont pas forcément en tête. Mais si on regroupait tous les déchets radioactifs de haute activité à vie longue qui ont été produits en France depuis la nuit des temps, et qu'on regroupait tous ces déchets dans un cube, on obtiendrait quelque chose qui, si on le plaçait sur le vieux port de Marseille, vous voyez, n'est pas du tout si grand que ça, n'est pas du tout inenvisageable en termes de gestion. Et ça, c'est tous les déchets depuis la nuit des temps de haute activité à vie longue. Si on ajoute par exemple à ça les déchets de moyenne activité à vie longue, et qu'on les place devant Notre-Dame, pour changer un petit peu, vous voyez que ces déchets, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est complètement ingérable, c'est même plutôt une bonne chose. Là, les deux cubes que vous voyez, ça représente 99,8% de la radioactivité des déchets qui ont été produits en France. Donc c'est
C'est clairement gérable, et c'est vraiment pas un si gros problème que les antinucléaires laissent paraître. Vous voulez le même mix électrique que l'Allemagne? Non, l'Allemagne n'est pas un exemple à suivre, parce que le cas est différent. L'Allemagne ne part pas de la même situation que la France. Alors, je suis plutôt content de voir que Greenpeace reconnaît que l'Allemagne n'est pas un exemple à suivre. Par contre, justement, l'Allemagne est souvent citée comme un exemple parce que le cas n'est pas si différent qu'en France. Hein. C'est un pays où on a à peu près les mêmes capacités hydroélectriques, qui partaient tous les deux d'une base où il y avait beaucoup de centrales nucléaires dans le pays. Donc, je sais pas pourquoi il dit que c'est si différent que ça. Justement, si on l'utilise souvent comme exemple, c'est parce que c'est à peu près à quoi on pourrait s'attendre en France si on décidait de couper toutes les centrales nucléaires et de viser le max d'énergie intermittente possible. On peut utiliser cet exemple comme par exemple les transitions aussi espagnoles, les transitions du Royaume-Uni qui sont aussi intéressantes à leur égard pour essayer de décider de quelle stratégie la France va adopter à l'avenir. Alors là, je sais pas pourquoi il parle de l'Espagne et de l'Angleterre. C'est clairement pas des exemples en termes de décarbonisation. Hein. L'Espagne, 40% de son électricité provient d'énergie fossile. Et puis l'Angleterre aussi, à côté. L'Angleterre construit en ce moment 2 nouveaux EPR à Hinkley Point. Donc est-ce que c'est ça l'exemple que voudrait donner Greenpeace? Qu'il faut construire plus d'EPR peut-être? Je sais pas, j'ai peut-être pas tout compris. Quoi qu'il en soit, si on comparait tous ces pays, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, la France, juste d'un point de vue d'émissions de gaz à effet de serre, la France est celle qui a le meilleur mix électrique. Vous pouvez aller voir sur Electricity Map. Qu'en est-il réellement du prix du nucléaire en comparaison du prix du renouvelable? Encore une fois, c'est une question qui est un peu complexe, la question du coût des énergies. Si on regarde seulement le coût de développement de chacune des énergies, aujourd'hui, les énergies renouvelables coûtent moins cher à développer que le nucléaire. Alors là, on essaye clairement de vous embobiner. On nous dit que la question est compliquée, c'est vrai, mais du coup, on va vous répondre juste en vous donnant le coût du développement, et on va vous dire, regardez, le coût du développement du renouvelable est moins cher que le nucléaire. Oui, d'accord, mais on s'en fiche un petit peu de ça. Ah, si seulement il y avait une étude qui comparait les coûts en prenant en compte le développement, mais aussi le minage, l'extraction de ressources, l'opération et le démantèlement. Et en plus, si cette étude pouvait se faire sur des scénarios, comment ils évolueraient jusqu'en 2050, quel coût réel ça aurait sur les Français, ça serait quand même super pratique, non? Ben oui, justement, ça a déjà été fait. Dans le rapport de la RTE, on compare plusieurs scénarios, et il y a notamment 2 scénarios que j'ai comparés dans la vidéo Les énergies renouvelables ne servent à rien, que je vous invite à regarder. On a un premier scénario qui est composé à 100% d'énergie intermittente, et un second scénario qui est composé à 50% d'énergie intermittente et 50% nucléaire. Ce second scénario, c'est le scénario le plus nucléarisé. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aller plus haut en termes de capacité nucléaire à cause de limites d'industriels. On n'aurait pas le temps de construire suffisamment de centrales pour respecter un mix électrique bas carbone d'ici 2050. Et donc ces 2 scénarios, si on les compare, qu'on compare le coût dans son ensemble, on se rend compte que le scénario le plus nucléarisé est moins cher, de 20 milliards d'euros. Donc même si effectivement la question est compliquée et qu'il a fallu beaucoup de travail à la RTE pour venir à ces chiffres, la réponse, elle, n'est pas compliquée tant qu'on fait preuve de bonne foi. Pourquoi rester sur ce dogme anti-nucléaire alors que ça peut nous aider à aller plus vite dans la lutte? C'est un reproche qu'on nous fait souvent à Greenpeace, d'être dans un dogme anti-nucléaire, dans une idéologie. Pourquoi? Parce que Greenpeace, effectivement, s'est créé et fondé sur la lutte anti-nucléaire, notamment la lutte contre le nucléaire militaire. Aujourd'hui, la question elle est différente en France. La question qui se pose, c'est par quoi on va remplacer nos réacteurs nucléaires qui vont fermer à l'avenir. Et il y a vraiment 2 choix qui s'offrent à nous. Soit construire de nouveaux réacteurs nucléaires et développer en même temps des énergies renouvelables, soit aller progressivement vers le 100% renouvelable à horizon 2050 ou 2060. Ces 2 choix ils doivent être éclairés et étudiés de façon pragmatique, la plus neutre possible, et des questions complexes se posent. C'est pas un dogme anti-nucléaire de dire que le 100% renouvelable est plus souhaitable. Nous, c'est notre analyse de la situation, et on estime effectivement qu'aller vers le 100% renouvelable est à la fois le choix judicieux en termes de rapidité de décarbonation pour la France, mais aussi le choix judicieux en termes de choix démocratique, choix de société et de monde vers lequel on veut aller. Ok, alors j'ai bien fait d'introduire le rapport de la RTE, parce qu'il reparle là des scénarios. Il y a plusieurs scénarios, soit développer le nucléaire et le renouvelable, soit développer du 100% renouvelable. Donc,
Oui, on peut comparer ces scénarios-là avec pragmatisme, comme cite Nicolas Nas. Et en fait, ce que j'explique, je vais vous spoiler la vidéo Les énergies renouvelables ne servent à rien, mais si on compare ces deux scénarios sur le plan économique, le scénario le plus nucléarisé coûte moins cher. Sur le plan écologique, le scénario le plus nucléarisé, il produit moins de gaz à effet de serre, il occupe moins de surface au sol, et sur le plan des ressources, encore une fois, le scénario le plus nucléarisé, il consomme moins de ressources comme des terres rares ou des métaux, comme le cuivre. Donc l'analyse de Greenpeace est une vaste blague, on ne peut pas faire cette analyse en faisant preuve de pragmatisme, et c'est pour ça qu'on les traite de faire du dogmatisme, c'est pas étonnant du tout, c'est un petit peu mérité même. C'est quoi un EPR? L'EPR, c'est... Bon, ce genre de questions, je pense que c'est pas des vraies questions de toute façon, je pense que il fallait rajouter un petit peu quelques questions pour donner de la légitimité, mais vous copiez, vous collez cette question sur Google et vous aurez une réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus précise que ce que peut donner l'expert transition énergétique de Greenpeace. Donc si vous me permettez, je vais la passer. Les EPR font-ils de la fusion nucléaire? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on confond souvent là. Bon, voilà un exemple de pourquoi il vaut mieux regarder sur Google tout simplement, vous aurez une réponse bien plus rapide. Non, les EPR ne font pas de la fusion nucléaire. Je pense que ils ont mis cette question parce que voilà, Nicolas Nas, il a un background de physicien dans la fusion nucléaire, donc il fallait qu'il en place une pour expliquer ce que c'était. Mais si vous permettez, on va passer à la prochaine question directement. Pourquoi l'EPR de Flamanville n'est-il toujours pas en marche? L'EPR de Flamanville, c'est le seul réacteur EPR en construction aujourd'hui en France. Il a été planifié au début des années 2000, le chantier a démarré en 2007 et il devait être mis en service en 2012. On est aujourd'hui en 2022 et le réacteur n'est toujours pas mis en service. Il le sera au mieux fin 2023, voire plutôt 2024. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce réacteur et plus globalement la technologie EPR a subi vraiment toute une série de déboires sur quasiment tout l'ensemble du développement du réacteur. Que ce soit le chantier, avec des problèmes industriels, les problèmes de malfaçon de certaines pièces, donc comme la cuve du réacteur, les problèmes sur les soudures aussi, il y a tout un tas de déboires qui a fait qu'aujourd'hui, on peut considérer que l'EPR de Flamanville est véritablement un fiasco industriel et économique. Bah là, je peux rien dire, il a plutôt raison. L'EPR de Flamanville, c'est un fiasco, et on espère que ça se reproduira plus quand même, parce que c'est assez scandaleux tout ce qui s'est passé. Je pense que c'est vraiment un symptôme de la perte de compétences qui a eu lieu dans la filière nucléaire, dû au manque de financement qui a été fait dans les 30 dernières années. Y a-t-il un EPR qui fonctionne? Actuellement, en 2022, il y a... Oui, je réponds rapidement. Il y a 2 EPR en Chine, à Taishan, et 1 EPR en Finlande, qui fonctionnent, tous les 3. À la date où cette vidéo a été tournée, je crois qu'il cite qu'il y a eu des problèmes à Taishan et tout. Ces problèmes ont mis plusieurs mois à être réglés, et maintenant les 2 EPR de Taishan fonctionnent, et sont les réacteurs nucléaires les plus puissants du monde. Juste la vidéo de Greenpeace n'est pas à jour, elle est un petit peu ancienne, donc c'est normal. Et ensuite, pour l'EPR finlandais, excellente nouvelle, mais en juin 2023, 55% de l'électricité finlandaise venait du nucléaire, et ça a permis de complètement balayer le charbon du mix électrique finlandais, donc plutôt excellente nouvelle pour nos collègues finlandais. Il va les construire où ces réacteurs? Alors vous faites sûrement référence à la déclaration d'Emmanuel Macron en début février 2022, où il a déclaré son intention de construire de nouveaux réacteurs EPR en France. Avant 2050, il a parlé de construire 6 nouveaux EPR avec une option pour en construire 8 supplémentaires, donc ce qui amènerait à 14 nouveaux EPR. Effectivement, se pose la question de où c'est qu'on va pouvoir les installer, les construire. Par exemple, une paire d'EPR est envisagée sur le site de Penly, qui accueille déjà aujourd'hui des réacteurs nucléaires, ou également à Gravelines, qui sont 2 centrales nucléaires en bord de mer. Il y a également une paire qui est envisagée sur le Rhône. Alors oui, effectivement, c'est ça. Il y a 2 EPR2 qui sont prévus à Penly, 2 EPR2 à Gravelines, et ensuite il y a 2 EPR2 qui sont soit prévus à Bugey ou à Tricastin, voire les 2, parce qu'on va peut-être aller jusqu'à 8 EPR. Aujourd'hui, c'est plutôt de ça qu'on parle. Donc oui, c'est ça. Mais effectivement, si on va vers 14 EPR, on ne sait pas aujourd'hui où c'est qu'on va pouvoir les construire, parce qu'il se pose une question au niveau de la gestion de l'eau, puisqu'un réacteur nucléaire nécessite beaucoup d'eau pour être refroidi, et beaucoup de fleuves français concentrent déjà énormément de réacteurs, et avec le réchauffement climatique, se pose la question de savoir s'il y aura assez d'eau, et assez d'eau à température suffisamment basse pour pouvoir refroidir les réacteurs nucléaires d'ici à 2050.
Alors là, il nous parle de la question de l'eau, un gros sujet, encore gros argument anti-nucléaire qu'on entend souvent. Et qu'on ne refroidit pas une centrale avec de l'eau chaude. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a jamais eu de contraintes liées à la température de l'eau sur le fonctionnement d'une centrale nucléaire. On a déjà baissé la production d'électricité de certaines centrales pendant l'été. C'était souvent attribué par les antinucléaires comme un signe de la défaillance du système. Mais non, c'est juste qu'il y avait moins de besoins électriques en été. Et la preuve, c'est qu'il n'y a jamais eu de coupure de courant en été. C'est souvent en hiver qu'on a des problèmes. Donc bon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'eau, c'est clairement pas la contrainte pour construire ces 14 réacteurs. S'il y a vraiment la volonté politique de faire 14 EPR2, on trouvera des endroits pour le faire, c'est pas un souci. Pourquoi certains pays continuent de privilégier le nucléaire? C'est là une idée reçue. En fait, il n'y a aujourd'hui aucun pays dans le monde qui privilégie le nucléaire comme source principale d'électricité pour l'avenir. Même la France, qui est historiquement l'un des pays les plus nucléarisés du monde, aujourd'hui sait qu'à l'avenir, en 2050 typiquement, son mix sera essentiellement composé d'énergie renouvelable. Oula, alors là, il y a tentative de tous nous embrouiller. Alors oui, en France, ce qu'on privilégie, c'est la minimisation de l'impact carbone de nos moyens de production d'électricité. Car je vous rappelle que c'est ça la priorité, c'est de faire de l'électricité bas carbone. Mais ça signifie pas qu'on a arrêté de privilégier le nucléaire. Le fait que d'ici 2050, le mix électrique français sera composé de 50% nucléaire et de 50% de renouvelables, c'est pas parce que on a décidé de faire plus de renouvelables. C'est une conséquence du fait qu'on n'a pas d'autre choix si on veut un mix électrique décarboné. Parce que nos capacités industrielles ne nous permettent pas d'avoir un mix 100% nucléaire et de construire suffisamment de centrales pour répondre à la demande. La politique actuelle tend même à montrer qu'on va se diriger vers le mix qui privilégie le plus le nucléaire, avec la construction des nouveaux EPR2 et le développement des SMR, des AMR, et aussi avec l'allongement de la durée de vie de nos centrales actuelles. C'est le scénario le plus nucléarisé. Donc on ne peut pas dire qu'on ne le privilégie pas, le nucléaire. Est-ce que le renouvelable serait résilient face à la crise climatique? La question de la résilience, c'est-à-dire la capacité d'adaptation face aux crises climatiques à venir, aux crises géopolitiques aussi qui vont être la conséquence du réchauffement climatique, se pose pour l'ensemble des moyens de production d'électricité. Pendant la crise du Covid, en France par exemple, on se rend compte que les réacteurs nucléaires ont été fortement impactés et ont dû revoir leur production à la baisse, fermer en partie ou baisser leur puissance pendant le fonctionnement, alors que les énergies renouvelables, elles, ont pu fonctionner normalement. Ouh là 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 là, aucun rapport. Là, encore une fois, il essaie d'embrouiller tout le monde. La production nucléaire a baissé en France pendant le Covid parce qu'on peut piloter la production, parce qu'on peut choisir. Les énergies intermittentes, elles produisent de l'électricité, qu'on en veuille ou pas. C'est des énergies qui ne sont pas pilotables. Donc évidemment qu'elles ont fonctionné comme d'habitude, parce que on choisit pas en fait. Mais la preuve de tout ça, c'est qu'il n'y a pas eu de pénurie d'électricité pendant le Covid. On a baissé la production parce qu'on en avait moins besoin. Et pourquoi on en avait moins besoin? Parce que les industries ne tournaient pas, parce que les gens étaient confinés chez eux. C'est assez logique en fait, là c'est vraiment fallacieux. C'est de la mauvaise foi, on appelle ça. Pourquoi Emmanuel Macron relance-t-il le nucléaire en France plutôt qu'aller vers le 100% renouvelable? Bon, dans la vidéo dont j'ai déjà beaucoup parlé, les énergies renouvelables ne servent à rien, j'explique tous les arguments qui montrent pourquoi le scénario le plus nucléarisé est favorable par rapport à un scénario 100% énergie intermittente. Donc voilà, je vous invite encore une fois à aller la voir après cette vidéo. C'est effectivement une question qui mérite d'être posée. Emmanuel Macron a fait le choix politique, en pleine campagne électorale de la présidentielle, d'annoncer la construction de nouveaux réacteurs EPR. On peut imaginer, au vu du contexte politique, que c'est aussi pour lui une manière d'attirer les électeurs plutôt à droite de l'échiquier politique qui, historiquement, sont plutôt pro-nucléaire. Alors, c'est peut-être vrai, le fait que l'annonce d'avoir construit de nouveaux EPR, c'est pour attirer les électeurs de droite. Mais honnêtement, cette question de la production d'électricité, il faut qu'elle sorte du clivage politique gauche-droite. Ça n'a rien à voir. Ces questions, on doit y répondre avec raison et pragmatisme, pas avec idéologie ou populisme. Et en plus, ça n'a pas vraiment de sens, parce que 99% des gens qui sont pro-nucléaire sont contre la libéralisation des marchés de l'électricité européens, notamment avec l'AREN, et sont pour une nationalisation de la production et de la distribution de l'électricité en France. Et ça, c'est plutôt des lois antilibérales qu'on pourrait qualifier de gauche. Donc ça n'a rien à voir en fait avec le clivage gauche-droite. Il faut sortir ça de la tête, même si c'est vrai que historiquement,
les électeurs de droite sont plutôt pro-nucléaire. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à autre chose. Mais comment passer au 100% ENR, donc 100% renouvelable, et pas augmenter significativement nos factures? Si on regarde l'ensemble pas mal d'études académiques ou études scientifiques qui ont été publiées, on se rend compte qu'aller vers le 100% renouvelable ne coûte pas forcément plus cher que d'autres scénarios, y compris avec du nouveau nucléaire, et qu'en fait, c'est avant tout un choix de société. Ah si, j'en ai parlé précédemment, mais un scénario 100% énergie intermittente court plus cher, 20 milliards d'euros par an, par rapport à un scénario nucléarisé. Donc, si, ça va coûter plus cher, on peut pas contourner ça. RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, a sorti un rapport cet automne qui étudie 6 scénarios de transition énergétique pour la France, donc 3 qui vont vers le 100% renouvelable à horizon 2050 ou 2060, et 3 où on construit à la fois des énergies renouvelables et du nouveau nucléaire. Et il a comparé ces différents scénarios. Ce qu'il en ressort, c'est plusieurs choses. C'est selon les hypothèses qu'on prend sur le coût des différentes énergies, les scénarios avec de la relance du nucléaire coûtent moins cher que ceux vers le 100% renouvelable. Pour autant, si on prend des hypothèses actuelles de coût des différentes énergies, on se rend compte que les scénarios sont beaucoup plus serrés et qu'on est vraiment dans les mêmes ordres de grandeur. Alors là, on vous regarde droit dans les yeux et on vous prend pour des imbéciles. Alors effectivement, la RTE, elle a plutôt bien fait son boulot. Elle a fait une étude des risques et elle a surtout étudié les conséquences des complications qui pourraient avoir lieu sur le coût. Et ce qu'on voit dans ce rapport, c'est que les scénarios 100% énergie intermittente sont plus chers, même avec plein de différentes hypothèses qu'on pourrait faire, sauf une hypothèse dans laquelle on suppose que les énergies intermittentes ne reçoivent aucun risque qu'on a fait hypothétique, et que par contre, la construction de nouveaux EPR coûte tous aussi cher que Flamanville. Si on se met dans cette hypothèse, qui est un petit peu idiote, parce que en plus maintenant on n'est plus sur des EPR 1, on est sur des EPR 2, donc on n'est plus sur le même modèle que Flamanville, et on espère que sur la construction de 14 EPR, en plus avec d'autres EPR à l'étranger, on est un petit peu gagné en compétences. Mais supposons soit que tous les futurs EPR coûtent aussi cher que le fiasco de Flamanville, et bien dans cette hypothèse uniquement, on peut voir que le coût d'un scénario 100% énergie intermittente est aussi cher que le scénario 50% intermittente, 50% nucléaire. Aussi cher. C'est le mieux qu'on puisse faire. Et c'est clairement improbable. Donc pour revenir à la question, non, si on passe à un scénario 100% ENR, ça va augmenter significativement nos factures, et il n'y a pas moyen de passer outre ça. Quels sont les scénarios 100% renouvelables viables à ce jour? Au niveau mondial, il y a plus de 700 études scientifiques qui montrent qu'on peut aller vers le 100% renouvelable à horizon typiquement 2050. Alors là, oui, il y en a plein des scénarios 100% renouvelables qui fonctionnent, mais est-ce qu'ils sont souhaitables? La réponse, encore une fois, que je donne dans la vidéo les énergies renouvelables ne servent à rien, c'est que non, ce n'est pas souhaitable sur le point de vue économique, sur le point de vue écologique ou sur le point de vue utilisation de ressources. Quel avis quant à la dépendance envers la Russie avec un scénario 100% ENR, 100% renouvelable? En dépendant énormément des énergies fossiles, on dépend énormément d'un certain nombre de pays, dont la Russie, dont l'Arabie Saoudite, pour l'importation du gaz naturel, du pétrole, en France. Et en Europe aussi avec le charbon. Ce que les études scientifiques montrent, c'est qu'aller vers le 100% renouvelable, au contraire, réduit notre dépendance envers ces pays, envers ces importations énergétiques. Mais ils comparent par rapport à quel mix exactement leur mix 100% énergie intermittente? Ils comparent avec le mix de l'Allemagne actuelle, qui dépend à 50% des énergies fossiles? Parce que dans ce cas-là, oui, c'est sûr que on va réduire notre dépendance avec l'importation du gaz russe. Mais est-ce qu'il y avait besoin de faire un argument d'autorité en parlant d'une étude qu'on n'a même pas citée en plus pour dire ça, quoi? Je sais pas. Si on compare de toute façon avec un mix 100% nucléaire, le mix 100% nucléaire, il n'est pas dépendant de la Russie non plus. Donc bon, réponse inutile. Quelle solution pour une transition énergétique totale et en combien de temps? Alors la question de la transition énergétique dépasse la question de la seule électricité et concerne l'ensemble des énergies qui sont consommées en France et donc notamment aussi tout ce qui est lié au transport, à l'industrie et au logement. Alors, la question de la transition énergétique, c'est une grosse question. Il n'y a pas répondu d'ailleurs, il a juste expliqué qu'est-ce que c'était que la transition énergétique. Je pense pas que ce soit de la mauvaise foi dans ce cas-là, mais c'est juste que c'est très compliqué d'y répondre en 30 secondes. Mais honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ils ont sélectionné cette question qui est beaucoup trop vaste et un peu hors sujet. Je rappelle que le titre de la vidéo, c'est nucléaire et renouvelable. Donc je trouve que la réponse elle est un peu ridicule du coup.
prend un peu les gens pour des idiots, mais si on peut donner une réponse rapide à c'est quoi la solution pour une transition énergétique totale, elle se résume à électrifier au maximum le système, notamment les transports et le chauffage, hein, et l'industrie, et ensuite à s'assurer que la production d'électricité est décarbonée, notamment avec des centrales nucléaires ou avec des énergies intermittentes. Ça, c'est la réponse rapide, et évidemment, savoir comment on va faire pour électrifier tout le réseau de transport, l'industrie ou le chauffage, ça pose plein de questions sur les ressources, sur les batteries, sur ces choses-là. Bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais si j'avais été Greenpeace, j'aurais juste pas sélectionné cette question, qui est un peu hors sujet, et qui les rend juste un peu ridicules. Les éoliennes pour les oiseaux, ce n'est pas grave, ou dans les océans pour les poissons. Toutes les sources de production d'électricité ont un impact sur l'environnement, et évidemment l'énergie éolienne en fait partie. Il y a effectivement un risque pour les oiseaux avec l'énergie éolienne. Ça, c'est important de toujours le répéter, hein, c'est que toutes les sources d'électricité ont un impact, il n'y en a aucune qui est parfaite, en tout cas à ce jour. Hein. Même la fusion, si elle arriverait un jour, elle ne sera pas parfaite. Donc oui, il faut le rappeler toujours, hein, toutes les sources d'électricité ont un impact. Mais quand on compare les chiffres avec, par exemple, le nombre d'oiseaux tués par des lignes à haute tension ou par d'autres moyens de production, on se rend compte que l'énergie éolienne n'est pas beaucoup plus élevée et a un impact assez restreint sur la biodiversité. Bon, alors là, je comprends pas pourquoi il parle des lignes à haute tension. Il dit que, de toute façon, les éoliennes ont un impact plus élevé que les lignes à haute tension. Pas beaucoup plus, mais bon, ça va, il dit, tu vois. Mais c'est complètement idiot, parce que l'une des raisons pour lesquelles le scénario 100% énergie intermittente a un surcoût par rapport à un scénario 50% intermittente, 50% nucléaire, c'est parce qu'on doit multiplier nos lignes pour s'assurer que si on veut faire un scénario 100% intermittent, il faut qu'on construise des parcs éoliennes ou de panneaux solaires un petit peu partout en France pour être sûr que si jamais il fait pas beau dans le nord, que le sud puisse prendre le relais, et ainsi de suite. Et donc ça signifie qu'il faut multiplier le nombre de lignes à haute tension. Donc non seulement on va tuer plus d'oiseaux parce qu'ils vont se prendre dans les pales d'éoliennes, mais en plus on va en tuer plus aussi à cause des lignes à haute tension. Enfin, je comprends pas l'argument. Il est en train de redonner un autre argument contre un scénario 100% renouvelable. On va voir ce qu'il dit pour les éoliennes en mer. Pour ce qui est des éoliennes en mer, donc qui effectivement vont impacter les fonds marins, le retour d'expérience des parcs éoliens en mer du Nord, notamment au Danemark, montre qu'en fait l'impact est à la fois positif et négatif. Un impact plutôt négatif dans la phase de chantier de ces éoliennes en mer, et puis un impact plutôt neutre, voire positif, avec un effet récif où en fait un certain nombre de biodiversités marines vont pouvoir se fixer sur les fondations des éoliennes et développer une biodiversité locale. Les éoliennes en mer peuvent également avoir un effet réserve où en fait c'est des zones d'exclusion de pêche et donc les poissons peuvent s'y reproduire tranquillement. Bon, là il nous dit que oui, effectivement, les éoliennes en mer, il y a un impact positif, négatif. Oui, on défonce les poissons quand on fait des travaux, mais par contre, après, ça peut avoir un effet neutre, voire peut-être positif par effet récif ou je sais pas quoi. Oui, dans ce cas-là, ta balance, elle est quand même plutôt négative. Hein. Si c'est un effet neutre et un effet négatif, ça fait pas coup-ci, coup-ça. Hein. Donc bon, je veux bien croire ce qu'il dit, on peut supposer que les éoliennes en mer n'ont pas un impact trop négatif sur la biodiversité marine. Il parle de chiffres, mais il les donne pas, il cite pas de source. Bon, on commence à être habitué. Et par contre, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que le nucléaire, c'est la source d'électricité qui a le moins d'impact sur la biodiversité, parce qu'il n'émet pas de gaz à effet de serre, et parce qu'il a une toute petite surface d'utilisation, contrairement aux panneaux solaires ou aux éoliennes. Et ça, on ne pourra jamais le lui enlever. À quel moment vous allez arrêter d'être des charlatans et redevenir des écologistes de raison ? Alors, je vous jure qu'on dirait que c'est moi, mais c'est pas moi. Hein. Si ça avait été moi, de toute façon, j'aurais pas dit redevenir des écologistes de raison, parce que ça sous-entendrait qu'il l'ait été un jour. Ça aussi, c'est un reproche qu'on nous fait souvent. C'est un peu comme d'être des idéologues ou des dogmatiques. C'est aujourd'hui la position qui est défendue par un certain nombre de personnes qui veulent en fait confisquer le débat démocratique sur ce choix de société entre aller vers de nouveaux réacteurs nucléaires EPR ou aller vers le 100% renouvelable. Et nous, on pense qu'au contraire, on devrait en discuter démocratiquement dans la société, qu'on devrait avoir un vrai débat. Donc quand on vous balance des mensonges et qu'on fait preuve de mauvaise foi, c'est de la discussion démocratique. Mais si vous essayez de dénoncer ce qui est dit ici,
Ça veut dire que vous essayez de confisquer le débat public. Donc, la discussion démocratique, selon Greenpeace, ça serait qu'on les laisse déblatérer des conneries et raconter des mensonges à longueur de journée, sans qu'on puisse leur répondre. Et après ça, ils veulent pas qu'on les traite de faire du dogmatisme. Quelle serait la meilleure source d'énergie pour faire face à l'enjeu climatique? Alors avant toute chose, avant de poser la question de la meilleure source d'énergie, il faut se poser la question de notre niveau de consommation d'énergie. Est-ce qu'on a vraiment besoin de consommer autant d'énergie, de gaspiller autant d'énergie? Et ça devrait être la première question qu'on se pose avant de se poser la question de quels moyens de production. Alors il ne s'agit pas de développer une seule source d'énergie, on ne va pas faire 100% d'éoliennes ou 100% de panneaux solaires. L'idée c'est de trouver un mix qui soit optimal, qui soit le moins risqué. Il n'y a pas de source d'énergie qui soit totalement propre ou totalement vert. En fait, toutes les sources d'énergie ont un impact sur l'environnement, sur la société aussi. La meilleure énergie, c'est avant tout celle qu'on ne consomme pas. Alors oui, il a raison. Désolé pour le gars qui a posé la question parce qu'il n'y a pas du tout répondu. Mais effectivement, il y a une question qui se pose sur est-ce qu'on veut se diriger vers une société de sobriété ou une société de réindustrialisation. Sauf que le truc, c'est que cette question, elle est complètement parallèle au débat qui est fait actuellement, c'est-à-dire nucléaire ou renouvelable, et à la question du gars, c'est quoi la meilleure source d'énergie? Même si je suis plutôt d'accord avec ce que dit Nicolas Nas, c'est complètement hors sujet pour cette vidéo. Et de toute façon, même dans un scénario de sobriété, voire de décroissance industrielle, avoir un mix électrique le plus nucléaire possible sera toujours avantageux, peu importe le choix de société qu'on fait après. Donc, voilà ma réponse à la question. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, évidemment tout ça c'est une mise en scène, hein. Je ne fais pas un appel à la violence physique ou verbale. Alors s'il vous plaît, restez courtois sous les commentaires, encore plus sous la vidéo de Greenpeace, ne me faites pas honte, s'il vous plaît. Si le sujet de la transition énergétique vous intéresse, le nucléaire, que ce soit la fission ou la fusion, ou alors les différents scénarios de la RTE, je vous invite à aller regarder les autres vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, elles seront bien mieux sourcées que celles de Greenpeace. Encore merci d'avoir regardé jusqu'au bout, c'était David Moraf, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.